Je vais traiter avec vous aujourd'hui 4 sujets. Donc il va falloir que vous me supportiez 4 fois. Je vais parler d'abord de l'infection urinaire. L'infection urinaire de l'enfant, vous savez tous que c'est une pathologie fréquente et qu'avant 1 an, il y a une prédominance féminine et qu'il y a un polymorphisme clinique extrêmement important et que chez le nouveau-né, jusqu'à l'âge de 1 an, c'est l'enfant qui est le garçon qui est le plus touché. Après 1 an, c'est la fille. Et donc, c'est trop loin. Il y a un polymorphisme sémiologique et vous avez aussi des séquelles rénales. Il y a une relation dialectique entre l'infection urinaire et les uropathies malformatives. Le tableau clinique est trompeur, il varie selon l'âge, c'est le nouveau-né, et l'infection urinaire accompagne souvent l'infection du nouveau-né, et c'est pour ça qu'il faut avoir, chaque fois que nous avons une infection du nouveau-né, on doit faire systématiquement l'examen bactériologique des urines. Le tableau est encore plus difficile et il est trompeur chez l'enfant, et on dit qu'il faut avoir l'ECB facile chez le nourrisson, qui fait une fièvre sans cause évidente. Chez l'enfant, par contre, le diagnostic est un peu plus facile et vous avez soit le tableau de cystite, soit le tableau de pyélonéphrite. Et dans le tableau de pyélonéphrite, les signes vésicaux sont au second plan. Mais malheureusement, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a des techniques et pour arriver au diagnostic, il faut faire le cheminement pas à pas du moment du diagnostic, à partir du diagnostic clinique jusqu'à l'examen bactériologique. Et les modes de prélèvement, vous les savez tous, vous avez le prélèvement par le sachet collecteur. Je ne vais pas insister parce que je m'adresse à des médecins qui ont l'habitude donc de faire ce travail-là. Vous avez le milieu du jet qui se fait chez le grand enfant, mais on arrive à le faire aussi chez le nourrisson. Et vous avez le sondage vésical et vous avez la ponction suspubienne. Donc, à partir du moment où vous avez fait le prélèvement, il y a l'étape du transport qui est importante. Il faut vérifier tout ça et surtout, il faut acheminer rapidement les urines au niveau du laboratoire parce que lorsque vous laissez stagner, il y a une multiplication des germes et vous risquez d'avoir une infection urinaire qui est factice. Et si vous n'arrivez pas à faire l'examen bactériologique des urines et l'acheminer au laboratoire rapidement, vous devez le mettre au frigidaire et vous pouvez le garder pendant 24 heures, pas plus, parce qu'après aussi vous avez des risques. Donc les examens que l'on fait au niveau des urines, il y en a plusieurs. Actuellement, on fait au niveau, avec les bandelettes, vous avez le test au nitrite, vous avez le test au leucocytestérase et vous avez l'analyse microscopique. Mais le gold standard reste la culture. Alors, en pratique, lorsque vous faites une bandelette, et ça je vais insister un peu dessus parce que c'est des éléments qui sont importants. Si vous faites un test au leucocyte, vous avez certaines bandelettes qui se vendent avec ça, et lorsque vous avez un test au leucocytestérase et au nitrite qui sont négatifs, vous pouvez éliminer pratiquement une infection urinaire, rien qu'avec ce test-là. Et mais malheureusement, lorsque vous avez un test à la leucocytestérase seul, c'est pratiquement, n'élimine pas l'infection urinaire, mais un test au nitrite positif affirme le diagnostic d'infection urinaire avec un bémol, c'est-à-dire qu'il faut faire le test sur les urines du matin ou au moins sur des urines qui ont stagné dans la vessie au moins 4 heures. Mais ensuite, on peut faire aussi l'examen bactériologique des urines après centrifugation, mais cet examen-là ne permet pas de faire le diagnostic, mais permet d'orienter vers tel ou tel examen. Et surtout, il permet aussi, lorsqu'on isole un peu le germe, on peut dire que c'est un staphylocoque, ou une Escherichia coli, et il peut nous aider à entreprendre le traitement de première intention. La mise en culture, je ne vais pas insister debout parce que nous ne sommes pas des biologistes, mais il faut quand même le savoir, parce que vous avez 2 méthodes d'isolement du germe. Vous avez la méthode classique de dilution qui a été mise en évidence par Cass chez les femmes enceintes, et c'est la méthode de référence jusqu'à l'heure actuelle. Elle coûte trop cher et elle demande beaucoup de temps. Elle a été remplacée par l'anse de platine calibrée que vous avez certainement vu dans les différents laboratoires, et c'est celle-là que nous utilisons, nous, à Beni Messous.
À côté de ça, vous avez des examens qu'on peut faire au lit du malade, des urocultures, grâce à la lame énergie, c'est l'uroculte. On l'avait entre les années 75 jusqu'à 85, on l'avait à Beni-Messous et on arrivait à faire les diagnostics. C'est vraiment ce tube-là, et puis vous avez une multiplication des germes, et lorsque vous faites la comparaison, ça vous permet de voir à quel niveau vous êtes, et vous pouvez poser le diagnostic d'infection urinaire, et surtout, vous pouvez isoler le germe à partir de cette uroculte. Il se fait au lit du malade. Alors le nombre de germes, ça aussi c'est un point qui est important. Il y a actuellement une discussion, mais généralement on considère qu'il y a une infection urinaire lorsque vous avez plus de 10 puissance 5 par les prélèvements par voie basse, que ce soit le sachet collecteur ou l'urine OG. Mais lorsque vous avez un sondage vésical, on parle d'infection urinaire au-dessus de 10 puissance 4. Et lorsque vous faites une ponction suspubienne, normalement les urines vésicales sont stériles, et dès que vous trouvez un germe, ça veut dire que c'est une infection urinaire. Donc, si on se résume, le diagnostic d'infection urinaire est affirmé en présence d'une bactériurie significative en rapport avec le mode de recueil des urines. On doit toujours préciser le mode de recueil des urines pour pouvoir poser le diagnostic. C'est pour ça que j'attire votre attention, si vous faites une ponction pubienne, suspubienne, et que vous l'amenez au laboratoire, le laboratoire qui n'est pas au courant va vous dire que c'est un ECB qui est négatif s'il trouve quelques germes. Or, c'est très dangereux parce que là, c'est une authentique infection urinaire. Si vous avez fait une ponction suspubienne, il faut monter vous-même au laboratoire et dites que j'ai fait une uroculture, un prélèvement par ponction suspubienne, et à ce moment-là, quel que soit le nombre de germes que vous trouvez, c'est une infection urinaire. Ça, c'est un point qui est important. Ensuite, obligatoirement, il faut faire l'antibiogramme parce qu'on utilise les antibiotiques Largamanu actuellement et on peut avoir beaucoup de germes résistants, particulièrement les Escherichia coli. Ensuite, chez nous en pédiatrie, on dit qu'il faut séparer entre l'infection urinaire haute et l'infection urinaire basse. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de test spécifique qui puisse permettre de faire la différenciation. Sauf peut-être la fièvre et les douleurs lombaires cliniquement, et de temps en temps la vitesse de sédimentation accélérée, l'hyperleucocytose et la procalcitonine. Mais ce sont des examens qui doivent être associés ensemble pour pouvoir affirmer l'infection urinaire haute. Alors je voudrais venir un peu à ce qui se passe actuellement, et puis le guideline qui a été publié par l'Académie américaine de pédiatrie, par le sous-comité des infections urinaires, et vous allez voir qu'il y a quelques changements. Bon, ça c'est pour voir un peu la médecine, l'évidence basée de médecine pour pouvoir poser le diagnostic, mais surtout ils vous disent que pour faire le diagnostic, ils vous disent, si le clinicien pense qu'il y a une infection fébrile, à ce moment-là, il faut qu'il fasse une cathétérisation, c'est-à-dire un sondage, ou une ponction suspubienne. C'est-à-dire que pour eux, pour affirmer l'infection urinaire, il faut faire le cathétérisme ou la ponction suspubienne. Surtout si vous avez un enfant chez qui vous devez mettre des antibiotiques. À ce moment-là, il ne faut pas vous contenter de faire un ECB avec le sac ou avec le prélèvement OG. Il faut aller directement à ces deux examens. Comment dirais-je, la deuxième recommandation qu'ils font, c'est que si vous avez un enfant qui a une infection fébrile, et à ce moment-là, c'est une infection, il y a une probabilité d'infection urinaire, à ce moment-là, vous avez deux cas de figure. Soit le médecin voit que l'infection urinaire n'est pas très évidente, et à ce moment-là, il ne fait aucun examen, et il continue à surveiller. Mais vous avez le deuxième cas de figure. Là, l'infection urinaire, il y a quelques signes quand même qui évoquent, et à ce moment-là, on veut avoir la certitude. Il a deux options. Soit il fait une ponction suspubienne, ou bien il fait un sondage, soit, le deuxième cas de figure, il peut faire soit un prélèvement au niveau des urines par sac ou par jet, il fait le test au nitrite, il fait la leucocytestérase, et à partir de là, il va savoir si oui ou non il y a une infection urinaire, et s'il trouve par exemple le test au nitrite positif, à ce moment-là, il va faire le prélèvement, et il va commencer l'antibiothérapie.
pour établir le diagnostic, bon, il faut faire le diagnostic de certitude maintenant pour eux, ce n'est plus 100 000, mais c'est 50 000. 50 000, et à ce moment-là, il faut que ce soit des uropathogènes. Mais malheureusement, tous les laboratoires du monde ne peuvent pas faire un calcul pour 50 000, alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Lorsque vous avez un résultat entre 10 000 et 100 000, à ce moment-là, vous revoyez votre tableau clinique et s'il y a des signes d'infection urinaire, à ce moment-là, il faut le considérer comme infection urinaire et le traiter. Donc ça, c'est une nouveauté. Et vous voyez ici à Beni-Messous pour vous dire que les germes varient, la sensibilité des germes et le type de germes qu'on trouve dans les urines varie d'un pays à l'autre et varie selon la pathologie sous-jacente. Et regardez ici à Beni-Messous, l'Escherichia coli, elle est prépondérante lorsque vous avez des enfants qui sont... Est-ce que c'est écrit sain là-bas ou c'est... Alors, chez l'enfant sain, c'est ça. Et chez l'enfant qui a une uropathie malformative, vous avez pratiquement les deux germes les plus importants, c'est l'Escherichia coli et le Proteus mirabilis, et puis les Klebsiella. Ensuite, vous avez les autres germes, mais c'est les trois premiers germes. Alors, le traitement. Le traitement, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le traitement de l'infection urinaire. Parce que classiquement, on disait que il y avait le risque de reflux associé et que lorsque vous avez le reflux associé, il faut faire la prévention des récurrences parce que vous avez le risque de cicatrice. Et lorsque vous avez une cicatrice, vous avez le risque de mauvaise croissance rénale qui va engendrer par la suite des complications comme une hypertension artérielle et des complications durant la grossesse. Et alors, on disait que pour la cystite, c'est ce qu'on avait fait pour le programme de 2005 dans la Société algérienne de pédiatrie, on disait que le traitement de première intention, il fallait donner le cotrimoxazole, la nitrofurantoïne, l'amoxicilline ou l'acide nalidixique. C'est toujours le même schéma, il n'a pas changé. Et que vous avez comme antibiotique de deuxième intention, l'amoxicilline, acide clavulanique, le 7,1 ou le 8,1, les aminosides, la céphalosporine, c'est le seul cas où on peut utiliser l'aminoside seul. On peut utiliser l'aminoside seul dans le traitement de l'infection urinaire. Ensuite, vous avez les antibiotiques de troisième génération, c'est en troisième intention, c'est les céphalosporines de troisième génération. Malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons des céphalosporines de troisième génération sous forme péros, et elles sont utilisées directement et d'emblée. Ça, c'est une grave erreur parce qu'on risque d'avoir des problèmes ensuite pour les résistances. En conclusion, après avoir fait 3 méta-analyses, les gens vous disent que dans le monde pédiatrique, on ne peut pas utiliser la monodose comme pour l'adulte, mais on a d'assez bons résultats entre 2 jours et 4 jours de traitement pour la cystite, mais la durée proposée, ce que nous proposons nous, c'est un traitement de 5 à 7 jours. Maintenant, pour la pyélonéphrite, c'est-à-dire l'infection haute, et ça, c'est le protocole de l'Académie américaine de pédiatrie, vous allez voir qu'il n'a pas changé avec 2011. Si vous n'avez pas de signe de gravité, il n'y a pas de vomissement, à ce moment-là, il faut faire un traitement oral et le thé à sauter ici. Si vous avez des vomissements, il faut utiliser une bithérapie par voie intraveineuse, 24 à 48 heures, et il faut prendre le relais péros. Si vous avez des signes de gravité, à ce moment-là, vous passez directement à la voie intraveineuse pendant 24 à 48 heures, ensuite vous passez à la voie péros. À la prophylaxie, on disait en 2005 qu'il faut l'utiliser chez les infections urinaires basses récidivantes de la fillette. Il faut l'utiliser dans l'infection du haut appareil lorsque vous avez un reflux vésico-urétéral, mais surtout le haut grade. Il faut utiliser la prophylaxie dans les malformations, dans les pyélonéphrite à répétition, les vessies neurologiques et les troubles mictionnels diurnes. Et vous avez ici les 4 ou 5 médicaments que nous utilisons actuellement pour le traitement prophylactique de l'infection urinaire. Ce n'est pas la peine de prendre des notes, vous pouvez ensuite prendre le document, je vous le donne, il n'y a aucun problème. Et vous avez quand même des mesures hygiéno-diététiques pour l'infection urinaire qui sont importantes. Vous avez la toilette soigneuse périnéale, l'essuyage d'avant en arrière, le port de sous-vêtements en coton, l'ingestion de boissons abondantes, l'émiction fréquente et régulariser le transit intestinal, surtout traiter la constipation. Alors il y a un point qui est important, c'est l'essuyage d'avant en arrière. On a dans nos habitudes familiales des gens qui s'essuient avec la serviette. C'est très dangereux, il faut éliminer les serviettes parce qu'on accroche la serviette dans les toilettes et on s'essuie avec plusieurs fois. Donc ça veut dire que c'est pas bon. Pour l'essuyage, il faut utiliser le papier hygiénique.
Aussi, un point qui est important et que nous devions retenir, nous devons tous retenir, c'est la prise en charge de dysfonctionnement vésical, comme on va le voir par la suite. Ça, c'est un point qui est important. Donc, la durée du traitement prophylactique, il y a de grosses discussions actuellement. Il n'y a pas de recommandation standard. Certains disent plusieurs mois, d'autres plusieurs années, pour éviter la pyélonéphrite à répétition, mais il y a quand même ce qu'on appelle une compliance au traitement. Les gens, lorsqu'ils sont en train de se traiter tout le temps, ils ont tendance à oublier le traitement. Et on revient un peu au guideline aussi de Pediatrics 2011. Qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit que pour initier le traitement et la mise en route, le traitement oral ou le traitement parentéral sont identiques, il n'y a pas de différence, et c'est mieux d'utiliser le traitement oral. Et ils vous disent aussi que nous devons tenir compte des conditions locales d'infection. Ce n'est pas parce que nous voyons qu'aux États-Unis, par exemple, ils utilisent d'emblée tel ou tel médicament que nous allons nous appliquer le même schéma. Il va falloir voir quelle est l'écologie bactérienne locale et quelle est la sensibilité au traitement, et à partir de là, utiliser le traitement pour nous spécifique. Et regardez ici, par exemple, le profil antibiotique que nous avons à Beni-Messous, et vous voyez un peu que pour l'Escherichia coli, qu'on a fait pour l'Escherichia coli, vous avez la résistance importante de l'Escherichia coli, que ce soit pour l'infection urinaire sans uropathie malformative ou à l'infection urinaire avec uropathie. Et vous, pourquoi? La résistance à l'ampicilline et la résistance au cotrimoxazole, parce qu'à Beni-Messous, ce sont les deux antibiotiques que nous utilisons le plus. Alors, et il vous dit aussi maintenant, ils définissent le traitement, c'est de 7 à 14 jours, comme 7 jours pour l'infection urinaire basse, jusqu'à 14 jours pour l'infection urinaire haute. Et alors, à ce moment-là, pour les explorations, il y a actuellement quand même les idées qui se précisent. Et ils vous disent que pour un enfant qui a une infection urinaire, on doit lui faire une échographie. Et là, c'est un niveau C, c'est-à-dire un avis d'expert, c'est-à-dire que ce n'est pas la certitude, mais la plupart des auteurs le font. Et ils vous disent, est-ce qu'il faut faire ensuite la cysto-urétrographie mictionnelle ou pas? Et à ce moment-là, il vous dit qu'elle ne doit pas être la CUM, et c'est ça qui est aussi la nouveauté, la CUM ne doit pas être faite de manière systématique comme on a l'habitude de le faire, mais après la première infection urinaire, elle est indiquée si vous trouvez une hydronéphrose, si vous trouvez une cicatrice, ou bien d'autres éléments qui suggèrent un haut grade de reflux vésico-urétral ou une uropathie obstructive. L'échographie, elle vous donne des renseignements. L'échographie, il faut faire une échographie rénale et une échographie vésicale. Il ne faut pas se contenter de faire l'échographie rénale. Alors, maintenant, si vous n'avez pas fait la cystographie, que vous n'avez pas ces éléments, vous devez faire une surveillance, et si vous avez des récidives de l'infection urinaire, à ce moment-là, vous faites la cysto-urétrographie. Donc ça, c'est l'avis de l'Académie américaine de pédiatrie, et je vous ai donné l'avis de l'Association européenne d'urologie, et elle recommande la CIM en présence d'une hydronéphrose, comme pour les Américains, un épaississement de la paroi vésicale, des anomalies corticales rénales, une duplication ou une urétérocèle. Donc c'est à peu près la même chose. Donc ça veut dire que l'Académie américaine de pédiatrie et l'Association européenne pratiquement font les mêmes examens en présence de la première infection urinaire de 0 à 2 ans. Et l'Association américaine d'urologie recommande la CUM pour les grades 3 et 4 de la Société d'urologie fœtale. C'est-à-dire que eux, lorsque on trouve une hydronéphrose anténatale et qu'on la classe, si c'est la classe 3 ou classe 4, à ce moment-là, il faut faire le bilan uroradiologique. Donc, et lorsque vous avez une confirmation de l'infection urinaire, on doit avertir les parents. Si par la suite il fait des infections urinaires, de consulter pour voir, pour le traiter correctement, et à ce moment-là, vous sortez du cadre de ces recommandations-là et vous traitez le malade et vous prenez le malade en charge au cas par cas. Que faut-il faire donc actuellement? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, pour la cystite, on continue à utiliser le cotrimoxazole, la nitrofurantoïne, malheureusement que nous n'avons pas, mais qui est un excellent produit, qui est recommandé par toutes les écoles, l'amoxicilline et les céphalosporines de première génération. Et vous avez ici que dans la cystite, on ne parle pas du tout de céphalosporine de 3e génération.
Et il faut utiliser le traitement pendant 4 à 5 jours. Pour la pyélonéphrite, vous avez le choix entre le traitement oral puis parentéral, et la durée du traitement doit être de 10 jours. Et la prophylaxie, il n'y a pas de consensus. On va le revoir ensuite pour le reflux vésico-urétéral, on va en parler plus longuement. C'est surtout pour la prophylaxie dans le cadre du reflux. Et les médicaments qui sont utilisés, soit le trimétoprime que nous n'avons pas, parce qu'il y a le trimétoprime seul, soit la nitrofurantoïl, soit l'amoxicilline, soit le cotrimoxazole ou les céphalosporines de 3e génération. Et j'ai fini. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il y a plus de précision actuellement pour le diagnostic d'infection urinaire. Il y a des critères qui sont extrêmement précis. Vous avez une clarification qui se fait de plus en plus pour les explorations, que ce soit pour l'échographie, la cysto-érythrographie mictionnelle et la scintigraphie. Vous avez une désescalade thérapeutique précise et vous avez la démonstration